Peut-on réellement devenir ce que l'on veut être? Ou bien notre monde est soumis à des codes qui nous conditionnent? Il n'existe pas vraiment de réponse toute faite, mais certains éléments de réflexion risquent de vous surprendre. En moyenne, ne vient plus de leur mérite et de leur travail, mais vient du hasard de leur naissance. L'héritage redevient le premier facteur explicatif de la richesse entre les gens. Le travail ne paye plus au sens où il ne permet plus à la majorité des gens d'améliorer leur niveau de vie, et ça c'est la première fois depuis 1945. Vous connaissez sans doute ce modem de pensée qu'est l'ascenseur social, qui revient souvent à penser que tout individu, tel qu'il soit, d'où qu'il vienne, peut être et devenir ce qu'il veut. Cette allusion métaphorique nous fait espérer qu'il est possible, grâce au travail, de monter les échelons que la société met en place. Rappelez-vous du American Dreams. Dans les années 60, 80, jusqu'à nos jours, il y avait tout à faire et tout à construire. Un mode de pensée s'est donc créé autour de ce pays. Les États-Unis d'Amérique se sont transformés en Eldorado du bonheur. Beaucoup venaient du continent européen, africain, pour connaître un monde meilleur. Et cela n'avait que de vrai une partie de son titre. Dreams, le rêve. Ces gens étaient tout autant confrontés à la misère, au racisme et à la violence. Car ce qu'un individu raconte par son vécu, ce ne sera sans doute pas le vôtre. Et c'est là tout le problème de l'immigration. Ceux qui partent vers un soi-disant monde meilleur se retrouvent à être utilisés pour servir un système. Et d'ailleurs, tout le monde, sans le savoir, se fait utiliser. Car on vous incite à travailler pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Mais ce n'est qu'un argument de vente. Quand vous travaillez, vous servez un système qui, lui, ne travaille pas. On y reviendra plus tard, mais c'est ce que Étienne de la Boétie a qualifié de servitude volontaire. Ok. Mais l'ascenseur social dans tout ça, existe-t-il vraiment ou est-il un mythe populaire afin de nous rendre dociles? Oui et non. Une notion nous échappe. Pourtant, cette notion est capitale. Il faut donc remonter dans le temps, afin de nous rendre jusqu'au Moyen-Âge. À cette époque, il n'existe que deux classes sociales. Les plus précaires, on peut citer les agriculteurs, les commerçants, et enfin les nobles. On peut citer les prêtres, les seigneurs, les chevaliers, bref, toutes celles et ceux qui font partie de la cour. Ces deux castes ne se mélangent pas, jamais. Et pourtant, sans les agriculteurs pour cultiver leurs terres, les seigneurs et la cour du roi auraient bien du mal à vivre ne serait-ce que quelques jours. Au Moyen-Âge, si vous êtes né de parents agriculteurs, vous serez agriculteur, rien d'autre. Vous reprendrez la terre de votre père, son bétail et ses dettes. Pareil si vous êtes né de parents commerçants itinérants. Bref, on comprend tous ce mécanisme. On nomme cela le déterminisme. Imaginez un monde où, dès votre naissance, votre carrière ainsi que votre vie entière est déjà écrite. La notion de choix et de liberté individuelle n'existe tout simplement pas. Seul un type d'individu aura accès au confort et à la culture. C'est ça, le déterminisme. Il faut attendre plusieurs siècles, jusqu'au règne de Louis XIV pour que ce paradigme s'arrête. En effet, le roi Soleil va littéralement détruire la petite bourgeoisie, les pauvres seront encore plus pauvres, les plus riches seront plus riches. Et adviendra ce que l'on sait, ce qui était inévitable, après son règne, la Révolution française. La littérature des Lumières relatera beaucoup ce qu'est le déterminisme et essayera de démontrer qu'il est possible de surpasser cette condition. Un roman du XVIIIe siècle illustre très bien cela, c'est Le Paysan parvenu, écrit par Marivaux, un dramaturge français, qui écrira principalement des pièces de théâtre et qui, pour le coup, s'essayera au roman à la première personne. Ce paysan, Jacob, fera une rencontre qui lui donnera la possibilité de se frayer un chemin dans la bourgeoisie parisienne, quitte finalement à mentir sur son vrai titre. Ce roman du XVIIIe siècle nous est présenté comme des mémoires. Dès le début, dès son introduction, Jacob nous explique qu'il s'agit d'un autoportrait et que le titre
de son roman est en réalité le début de son existence. Comme si que Jacob finalement n'avait jamais existé avant qu'il ne parvienne à la bourgeoisie. Bien sûr, depuis, les choses ont changé. Bon nombre de professions se sont créées grâce déjà à la révolution industrielle. Les besoins n'ont cessé de croître. Il est donc tout à fait possible pour n'importe qui, a priori, de devenir ingénieur, médecin ou avocat par exemple, moyennant évidemment du travail, de la régularité et beaucoup de volonté. Mais, car il subsiste toujours un mais dans une antithèse, rappelons un point non négligeable, celui qui vit dans un quartier populaire, par exemple en Seine-Saint-Denis, sera forcément plus précaire que, par exemple, celui vivant dans le centre-ville de Nice. Il subsiste, encore et toujours, du déterminisme géographique. On dit que le feu attise le feu, car la précarité engendre la précarité. La richesse attise et attire la richesse. Toute chose a une conséquence. Le mécanisme se répète sans fin. Raison pour laquelle il existe des quartiers prioritaires en France et donc si vous allez dans une cité, vous trouverez bien plus d'associations, de structures d'aide et d'insertion sociale que dans les centres-villes. Ce qui nous détermine encore aujourd'hui, ce n'est pas l'accès à la culture ni à l'éducation, bien qu'en ce domaine il y ait tout de même encore des progrès à faire. Ce qui nous détermine, ce sont les moyens de parvenir à nos objectifs. Nous l'avons vu, nous ne naissons pas tous avec des prédispositions, même si notre système n'est plus soumis au déterminisme. Nous vivons dans l'inégalité à la fois géographique et financière. Mais ce qui détermine vraiment qui nous sommes, faut-il d'ailleurs vraiment le rappeler, c'est nous. Pour en revenir au roman de Marivaux, Jacob n'hérite pas du titre de bourgeois, mais il le devient. Comment ? Parce qu'il le décide et parce qu'il le désire. Pour citer Aristote, le désir est la seule force motrice. On y reviendra souvent ici, notre mode de pensée agit sur nos actions et par conséquent sur ce que l'on devient. L'élément à retenir de cela, c'est la volonté. La volonté de se donner les moyens. Ici, pas de morale faisant l'éloge du travail acharné pour gagner de l'argent, non. Quand je parle de se donner les moyens, c'est d'y croire, de façonner son propre univers à la réussite et à la concrétisation de notre projet. Car s'il y a bien un endroit encore où nous sommes vraiment conditionnés, ce n'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Ce qui nous conditionne et ce qui nous conditionnera toujours, en réalité, c'est notre mental.